dans le hall en marbre de la tour Sterling, des rires ont traversé la foule lorsque Liam Carter, le concierge de nuit, a fait tomber son seau de serpillière juste devant la scène de lancement. Les objectifs des caméras se sont tournés vers lui. Les cadres ont souri d'un air suffisant. Puis, sortie de nulle part, une fille blonde en robe jaune a déchiré la corde de velours, les larmes coulant sur son visage. « S'il vous plaît, aidez-moi. Maman est en train de mourir. » La salle de bal entière s'est figée. Sarafina Sterling, la PDG, dans sa robe de soirée carmin, s'est effondrée sur le sol poli, se serrant la poitrine. Liam a laissé tomber le manche de la serpillière, s'est agenouillé à ses côtés et a donné des ordres avec la précision d'un médecin de guerre qui avait fait cela 100 fois auparavant. La tour Sterling s'élevait à 37 étages au-dessus du cœur de New York. Un monument étincelant à l'ambition corporative et à la médecine moderne. Son hall était une cathédrale de verre et d'acier où l'eau cascadait le long d'une fontaine de 3 étages et les escalators bourdonnaient comme de silencieuses prières. Des points de contrôle de sécurité gardaient chaque entrée. Les panneaux de sortie brillaient en vert dans les coins, bien que la plupart des employés ne les aient jamais remarqués. Aujourd'hui, le bâtiment était paré pour un grand dévoilement. L'Aegis AED Pro, un défibrillateur externe automatisé de pointe que Sterling Medical Technology avait développé sur 5 ans. Des bannières pendaient du plafond. Des caméras de télévision se sont rassemblées près de la scène. Le conseil d'administration de l'entreprise, Henry Léon, le directeur des opérations aux yeux perçants, Oliver Flynn, le chef des relations publiques avec un goût pour le contrôle, Mathilda Constance, la directrice des ressources humaines averse au risque, et Clinton George, le directeur financier axé sur les chiffres, se tenaient en costume sur mesure, hochant la tête aux journalistes. Parmi les journalistes se trouvait Farah Serena, une reporter connue pour son instinct à suivre l'histoire derrière l'histoire. La culture à l'intérieur de la tour Sterling était un royaume divisé. Aux étages supérieurs, des hommes et des femmes en blazers impeccables se déplaçaient avec la confiance de personnes qui prenaient des décisions qui changeaient les marchés. En dessous, dans le sous-sol et les couloirs de service, se déplaçait une autre tribu, les concierges, l'équipe d'entretien, les gardes de sécurité. Ils maintenaient le bâtiment en marche, mais ils étaient rarement vus, rarement remerciés, et presque jamais invités aux événements de l'entreprise. Liam Carter appartenait à cette classe invisible. À 36 ans, il était grand et mince, avec une sorte de présence tranquille qui faisait que les gens le négligeaient même lorsqu'il se tenait en pleine vue. Il portait la même combinaison bleue délavée à chaque quart de travail, les gants toujours en place, se déplaçant dans les couloirs avec l'efficacité prudente de quelqu'un qui savait où tout se trouvait et comment cela fonctionnait. La plupart des nuits, il vérifiait les sorties de secours, testait les extincteurs et essuyait les surfaces jusqu'à ce qu'elles brillent. Ses collègues l'appelaient le « fantôme du sous-sol », non pas cruellement, mais parce qu'il semblait apparaître et disparaître sans un bruit. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Liam avait autrefois porté un uniforme différent avant de pousser un chariot de serpillière. Il avait transporté une trousse médicale à travers des tempêtes de poussière et des tirs en tant que médecin de combat dans l'armée. Il avait sauvé des vies sous des tentes et dans des tranchées, pris des décisions en une fraction de seconde sous les tirs de mortier et transporté des soldats blessés sur son dos. Il avait également perdu des hommes. L'un d'eux le hantait encore. Enoch Flynn, un sergent qui s'était vidé de son sang dans les bras de Liam pendant que l'hélicoptère d'évacuation tournait au-dessus. Liam avait fait un choix ce jour-là, un choix qu'il avait rejoué dans son esprit chaque nuit depuis. Il avait quitté l'armée avec une décharge honorable, une poitrine pleine de décorations et une cicatrice au poignet gauche qui le faisait souffrir par temps froid. Il n'en parlait jamais. Maintenant, il menait une vie tranquille avec sa fille de 8 ans, Bonnie Carter, dans un petit appartement de l'autre côté de la rivière. Bonnie était brillante, curieuse et extrêmement fière de son père. Même si elle ne comprenait pas entièrement pourquoi il travaillait la nuit à nettoyer les sols. Sarafina Sterling, par contraste, vivait dans un monde différent. À 34 ans, elle était la PDG de Sterling Medical Technology, un poste qu'elle avait lutté pour obtenir après le décès subi de son père 3 ans plus tôt. Elle avait des cheveux blonds ondulés, des pommettes saillantes et une garde-robe qui parlait de pouvoir et de précision. Aujourd'hui, elle portait une robe rouge à col en V qui attirait l'attention. Elle était aussi une mère célibataire d'Audrey Sterling, une fille de 8 ans avec les boucles blondes de sa mère et un tempérament plus calme et plus prudent. Audrey fréquentait la même école primaire que Bonnie Carter, bien que les deux filles évoluaient dans des cercles différents. Audrey avait une fois laissé tomber son ours en peluche, M. Otis, dans le hall après l'école,
et Liam l'avait ramassé et lui avait rendu avec un sourire bienveillant. Audrey n'avait jamais oublié cela, elle avait parlé à sa mère du gentil concierge, bien que Sarafina ait hoché la tête distraitement, son esprit déjà tourné vers la prochaine réunion. Ce que le public ne savait pas, ce que même la plupart des membres du conseil ne savaient pas, c'est que Sarafina vivait avec une malformation cardiaque congénitale depuis l'enfance. C'était gérable, surveillé par son médecin privé, le docteur Vivien Ayrin, une cardiologue qui l'avait mise en garde à plusieurs reprises contre le stress, le surmenage et les dangers d'ignorer les symptômes. Sarafina a ignoré les avertissements. Elle avait une entreprise à diriger, un produit à lancer et un héritage à protéger. Le conseil d'administration, dirigé par Henri Léon, s'attendait à la perfection. Tout signe de faiblesse pouvait être utilisé contre elle, alors elle cachait les tremblements de ses doigts, les étourdissements occasionnels, la sensation d'oppression dans sa poitrine qui allait et venait comme une marée. Elle se disait qu'elle se reposerait après le lancement. Ce matin-là, quelques heures avant l'événement, Liam était arrivé tôt pour son quart de travail. Il a parcouru les niveaux inférieurs du bâtiment, vérifiant des choses que d'autres négligeaient. Il a testé les lumières de secours, confirmé que les jauges des extincteurs étaient dans le vert et a essayé la barre anti-panique de la sortie du rez-de-chaussée près du quai de chargement. Elle était bloquée. Il a poussé plus fort. La porte n'a pas bougé, rouille ou un cadre mal aligné, a-t-il deviné. Il a pris note et a envoyé un email à Dante Noche, le chef de la sécurité, un homme à la mâchoire carrée avec un passé militaire qui écoutait réellement les rapports de Liam. Puis il est passé à autre chose. Alors qu'il poussait son chariot dans le hall, il a vu Audrey Sterling assise seule sur un banc, serrant M. Otis. Sa mère était à l'étage pour une réunion stratégique. Liam s'est arrêté. « Tout va bien, ma petite ?» Audrey a levé les yeux. Ses yeux étaient cernés de rouge. « Je vais bien. Maman dit que je dois être forte, mais je n'aime pas les foules. » Liam s'est agenouillé pour être à son niveau. C'est normal. Les foules sont bruyantes. C'est intelligent de savoir ce que tu n'aimes pas. Elle a souri un peu. C'est vous qui avez trouvé M. Otis. Je me souviens. Ils sont restés en silence complice un instant avant que la nounou d'Audrey n'apparaisse et ne l'emmène. Liam s'est levé, sentant le poids de quelque chose de non dit. À l'étage, des assistantes comme Amanda Hillary chuchotaient et ricanaient tandis que Liam nettoyait un déversement près du salon exécutif. « Voilà le fantôme », murmura Amanda. « Est-ce qu'il parle un jour ?» Une autre assistante haussa les épaules. « Qui s'en soucie ? Ce n'est qu'un concierge. » Liam les entendait. Il les entendait toujours, mais il ne dit rien et continua son chemin. Dans la salle verte derrière la scène, Sarafina sentit une vague de vertige l'envahir. Le docteur Vivien Ayrin, qui l'avait discrètement surveillé toute la matinée, lui tendit une bouteille d'eau. « Buvez et asseyez-vous pendant 10 minutes. »« Je ne peux pas. Les caméras seront en direct dans 20. »« Sarafina, j'irai bien. » Mais elle n'allait pas bien. Elle sentait son pouls battre irrégulièrement comme un oiseau pris au piège dans une cage. Elle se stabilisa contre le mur, prit une inspiration et se dirigea vers la scène. L'événement commença avec des lumières et des applaudissements. L'Aegis AED Pro reposait sur un piédestal, élégant et futuriste, symbole d'innovation et d'espoir. Sarafina s'avança vers le microphone, sa voix claire et confiante. Elle parla de sauver des vies, d'accessibilité, d'un avenir où chaque bâtiment, chaque école, chaque foyer pourrait avoir les outils pour répondre à un arrêt cardiaque soudain. Le public applaudit. Des flashs d'appareils photo crépitèrent. Derrière le rideau, un assistant de restauration trébucha sur un câble et fit tomber une carafe d'eau. Le régisseur de scène paniqua et demanda par radio un nettoyage. Liam était déjà en mouvement. Il apparut au bord de la scène avec sa serpillière et son seau, se déplaçant rapidement pour éponger la flaque qui s'étendait. Quelques personnes dans la foule le remarquèrent. Quelqu'un ricana. Un caméraman tourna son objectif vers le concierge en combinaison bleue, capturant le contraste. La PDG élégante sur scène, l'humble nettoyeur en dessous. Liam ignora l'attention et se concentra sur son travail. Puis la voix de Sarafina faiblit. Elle tendit la main vers le pupitre, se stabilisant. Sa respiration devint superficielle et rapide. L'oppression dans sa poitrine n'était plus ignorable. C'était écrasant. Elle essaya de faire un pas en avant,
mais ses genoux fléchirent. Elle tomba. Le microphone grésilla en tombant sur le sol. La foule haleta, puis du côté de la pièce, la voix d'une enfant coupa le bruit comme un couteau. « S'il vous plaît, aidez-moi. Maman est en train de mourir. » Audrey traversa la corde de velours, sa robe jaune scintillant sous les lumières de la scène, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle courait vers sa mère. La salle de bal devint silencieuse. Chaque caméra se tourna. Chaque cadre se figea. Et Liam Carter, qui était agenouillé sur le sol avec une serpillière à la main, la laissa tomber. Il bougea. En moins de 3 secondes, Liam était aux côtés de Sarafina. Il s'agenouilla, ses mains se déplaçant déjà pour vérifier son pouls à l'artère carotide. Faible, irrégulier, il inclina doucement sa tête en arrière pour ouvrir ses voies respiratoires et se pencha pour écouter sa respiration. Superficielle, laborieuse. Il leva les yeux vers la foule et sa voix sortit nette, calme, impérieuse, « Quelqu'un appelle le 911. » Immédiatement, une douzaine de personnes ont cherché leur téléphone. Liam désigna le régisseur de scène. « Coupez la musique. Dégagez un rayon de 2 mètres autour de nous. » Pas de caméra sur son visage. L'homme hésita. La voix de Liam coupa l'hésitation. « Faites-le. » La musique s'éteignit. La foule recula. Oliver Flynn, le chef des relations publiques, tenta de s'avancer avec sa propre équipe de caméras, mais le regard de Liam l'arrêta net. « Donnez-lui de l'intimité. » Oliver tressaillit. Liam se tourna vers Dante, le chef de la sécurité, qui était déjà en mouvement. « Prenez le DAE. Celui exposé. Amenez-le ici. » Dante sprinta. Liam regarda le docteur Vivian Eyring qui se frayait un chemin à travers la foule. « Avez-vous du neutro? Des médicaments dans mon sac? Préparez-les. Je vous dirai si nous en avons besoin. » Audrey sanglotait, serrant la main de sa mère. Liam lui parla doucement mais fermement. « Audrey, j'ai besoin que tu recules un peu pour que je puisse aider ta maman. Peux-tu faire ça? » Elle hocha la tête, tremblante, et recula de 2 pas. Le pouls de Sarafina s'affaiblissait. Liam commença les compressions thoraciques, croisant ses doigts, bloquant ses coudes, appuyant fort et rapidement au centre de sa poitrine. 1, 2, 3, 4. Il comptait à voix haute, son rythme régulier, sa concentration absolue. Autour de lui, la foule regardait en silence stupéfait. Dante revint avec le DAE. Liam déchira la boîte, sortit les électrodes et déchira la robe de Sarafina juste assez pour exposer sa poitrine. Il plaça les électrodes exactement là où elles devaient aller. Une sous la clavicule droite, une sur le côté gauche de sa cage thoracique. La machine s'alluma et commença à analyser. « Éloignez-vous, » dit Liam. Tout le monde recule. La voix robotique du DAE annonça « Choc conseillé ». Liam appuya sur le bouton. « Dégagez ». Le corps de Sarafina tressaillit. La foule sursauta. Liam vérifia son pouls à nouveau. Toujours faible. Mais il reprit les compressions. 30 de plus. Fort. Rapide. Sans relâche. Le DAE analysa à nouveau. Pas de choc conseillé. Son pouls revenait. Sa respiration se stabilisa. Liam la plaça en position latérale de sécurité, s'assurant que ses voies respiratoires restaient ouvertes. Le son des sirènes s'intensifia à l'extérieur. Les ambulanciers ont fait irruption. Liam recula immédiatement, énumérant les signes vitaux, la chronologie et ce qu'il avait fait. Ils hochèrent la tête, impressionnés, et prirent le relais. Les yeux de Sarafina s'ouvrirent en battant. Elle vit Audrey d'abord, puis Liam. Elle essaya de parler, mais sa voix était trop faible. Liam croisa son regard un instant, puis se leva et s'éloigna. La salle de bal explosa. Certaines personnes applaudissaient, d'autres restaient sous le choc. Audrey sanglotait de soulagement tandis que les ambulanciers soulevaient sa mère sur une civière. Mais Liam ne resta pas pour entendre les applaudissements. Il se dirigea vers le couloir de service, trouva un évier utilitaire et se lava les mains méthodiquement, l'esprit ailleurs. Il pouvait encore sentir les vibrations fantômes de son rythme cardiaque sous ses paumes. Il pouvait encore entendre les rotors d'un hélicoptère,
sentir la fumée d'un champ de bataille désertique, voir le visage d'Enoch Flynn le fixant, les lèvres bougeant, demandant de l'aide que Liam n'avait pas pu donner. Il ferma les yeux et prit une longue inspiration. De retour dans la salle de bal, les cadres s'agitaient. Oliver Flynn était déjà au téléphone, essayant de contrôler le récit. Nous pouvons rendre cela héroïque. Le concierge, non, l'employé sauve la PDG. C'est parfait. Henri Léon, le directeur des opérations, le coupa. Non. Si nous rendons cela public, les gens demanderont pourquoi la PDG s'est effondrée. Ils découvriront sa maladie cardiaque. L'action chutera. Mathilda Constance, la directrice des ressources humaines, hocha la tête nerveusement. Nous devons garder cela discret. Un remerciement privé. Peut-être un bonus. Oliver semblait tiraillé. Il avait vu les images brutes. C'était puissant. Mais la logique d'Henri était difficile à contester. Près du fond de la pièce, Farah Serena, la journaliste, prenait déjà des notes. Elle avait tout enregistré. Elle reconnaissait une vraie histoire quand elle en voyait une, et elle avait le sentiment que ce n'était que le début. Sarafina se réveilla dans une chambre d'hôpital privé 6 heures plus tard. Le docteur Vivian Irene était assise à ses côtés, surveillant la perfusion intraveineuse et le moniteur cardiaque. Audrey était recroquevillée et endormie sur une chaise, serrant toujours M. Otis. La poitrine de Sarafina lui faisait mal. Sa tête était lourde. Mais elle était vivante. Que s'est-il passé? Murmura-t-elle. Vivien se pencha en avant. Vous avez eu une arythmie. Votre cœur s'est arrêté brièvement. Si ce concierge n'avait pas agi quand il l'a fait, vous ne seriez pas là. Concierge? Liam Carter. Il a pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire et utilisé le DAE de manière exemplaire. Parfaitement. Je ne sais pas où il a appris cela, mais il vous a sauvé la vie. Sarafina fixa le plafond. Elle se souvenait des lumières, de la chute, du son des pleurs d'Audrey, puis des mains fortes et stables pressant sa poitrine, la ramenant à la vie. Je veux le voir, dit-elle. Je veux le remercier. Vivien hésita. Sarafina, le conseil d'administration essaie déjà de contrôler le récit. Henri veut garder cela secret. Les yeux de Sarafina se durcirent. Je me fiche de ce que Henri veut. Trouvez Liam Carter. Amenez-le ici. Cela prit 2 jours. Liam avait repris ses quarts de nuit comme si rien ne s'était passé. Il a refusé les interviews. Il a évité les caméras. Lorsque Dante Enoch l'a finalement retrouvé dans la salle de maintenance du sous-sol, Liam réparait une fuite de tuyaux. Elle veut vous voir, dit Dante. Qui? La PDG. Sarafina Sterling. Liam s'essuya les mains sur un chiffon. Je travaille. Elle insiste. Liam soupira, posa sa clé à molette et suivit. Sarafina était assise dans son lit d'hôpital quand il arriva, semblant plus petite sans la robe rouge et les lumières de la scène. Audrey était à ses côtés, et quand elle vit Liam, elle sourit. Vous avez sauvé ma maman. Liam hocha la tête. Je suis content qu'elle aille bien. Sarafina l'étudia. Le docteur Irene a dit que vous saviez exactement quoi faire. Où avez-vous appris cela? La mâchoire de Liam se serra. J'étais médecin il y a longtemps. L'armée. Oui. Pourquoi personne ne le savait? Il haussa les épaules. Ce n'est pas venu sur le tapis. Le regard de Sarafina ne vacilla pas. Vous m'avez sauvé la vie. Je vous dois plus que je ne peux dire. Vous ne me devez rien. Si. Elle marqua une pause. Le conseil d'administration veut garder cela secret. Ils ont peur de ce que la presse dira s'ils découvrent que je me suis effondré, mais je m'en fiche maintenant. Le public mérite de savoir ce qui s'est passé, et vous méritez d'être reconnu. Liam se déplaça inconfortablement. Je n'ai pas besoin de reconnaissance. J'ai juste fait ce que n'importe qui devrait faire. Mais tout le monde ne l'aurait pas fait. Tout le monde n'aurait pas pu. La voix de Sarafina devint plus ferme. Je vais tenir une conférence de presse. Je vais dire la vérité et je veux que vous soyez là. Liam resta silencieux un long moment. Puis il hocha la tête.
Si c'est ce que vous voulez. Après son départ, Vivien a effectué une vérification des antécédents via les dossiers de sécurité de l'hôpital. Le dossier de Liam Carter est revenu avec des décorations, une purple et une décharge honorable. Mais il y avait autre chose. Une note concernant un camarade soldat, le sergent Enoch Flynn, tué au combat. Vivien le montra à Sarafina, et Sarafina remarqua le nom de famille. Flynn. Oliver Flynn, le chef des relations publiques. Son sang se glaça. La réunion du conseil d'administration qui suivit fut un champ de bataille. Henri Léon se tenait en bout de table, sa voix sèche et froide. Si nous admettons que la PDG a une maladie cardiaque, les actionnaires paniqueront. Nous devons enterrer cette histoire. Payer le concierge pour qu'il se taise. Passer à autre chose. Mathilda Constance hocha la tête. Nous pouvons lui offrir une somme importante. Le relocaliser si nécessaire. Oliver Flynn était assis dans un coin, silencieux, les mains serrées en poing. Il avait entendu le nom de Liam Carter. Il avait fait ses propres recherches, et il avait trouvé le rapport. Son frère Enoch Flynn était mort lors de la même mission où Liam Carter avait servi. La rage à l'intérieur d'Oliver était un feu qui ne s'était jamais éteint. Sarafina se leva. Non. Je tiens une conférence de presse. Je dis la vérité, et je reconnais publiquement Liam Carter. Henri frappa sa main sur la table. Vous allez détruire cette entreprise. Je vais la sauver. Répliqua Sarafina. Parce que si nous mentons maintenant et que la vérité éclate plus tard, nous perdrons tout. Mais si nous faisons preuve d'honnêteté, si nous montrons que notre technologie fonctionne et que nos gens, tous nos gens, sont capables de choses extraordinaires, nous bâtissons la confiance, une vraie confiance. La pièce fut silencieuse. Puis Oliver parla, sa voix basse et dangereuse. Cet homme a laissé mon frère mourir. Tout le monde se tourna. Le visage de Sarafina pâlit. Quoi? Oliver se leva. Liam Carter était le médecin de garde lorsque mon frère, le sergent Enoch Flynn, a été abattu. Il a fait un choix. Il a choisi de sauver un officier au lieu d'Enoch. Mon frère s'est vidé de son sang en attendant une aide qui n'est jamais venue. Le cœur de Sarafina battait la chamade. Oliver. Alors, pardonnez-moi si je ne pense pas que c'est un héros. La voix d'Oliver se brisa. Pardonnez-moi si je pense que tout cela est une blague de mauvais goût. Avant que Sarafina ne puisse répondre, la porte s'ouvrit. Audrey entra, tenant un dessin qu'elle avait fait. Elle regarda autour de la pièce, sentant la tension, et marcha droit vers Oliver. Monsieur Flynn, je vous ai fait ça. Elle brandit le dessin. C'était un dessin au crayon de Liam agenouillé à côté de Sarafina avec les mots « Il a sauvé ma maman » écrits en lettres tremblantes. Oliver fixa le dessin. Ses mains tremblaient. Il regarda Audrey, puis Sarafina, puis le dessin à nouveau. Lentement, le feu dans sa poitrine s'estompa. Il prit le dessin. « Merci », murmura-t-il. Audrey sourit et partit. La pièce resta silencieuse. Sarafina prit sa décision. Nous faisons la conférence de presse demain. La conférence de presse s'est tenue dans la même salle de bal où Sarafina s'était effondrée. La scène était réinstallée. Les caméras tournaient. Farah Serena était assise au premier rang, stylo en main. Sarafina se tenait au pupitre. Cette fois, dans un simple tailleur bleu marine, ses cheveux attachés en arrière, pas de maquillage sauf une touche de rouge à lèvres. Elle regarda directement les caméras. Il y a 2 jours, je me suis effondré sur cette scène. J'ai fait un arrêt cardiaque. Sans l'action rapide d'un homme, je ne serais pas là aujourd'hui. Cet homme est Liam Carter, un concierge qui travaille la nuit dans ce bâtiment. Il a pratiqué la réanimation cardio-pulmonaire et utilisé l'Aegis AED Pro pour relancer mon cœur. Il m'a sauvé la vie. La pièce bourdonnait. Les caméras cliquetaient. Sarafina continua, j'ai une malformation cardiaque congénitale. Je le sais depuis des années. J'ai choisi de le garder privé parce que j'avais peur de ce que les gens penseraient. Mais j'en ai fini de me cacher. Je suis en vie grâce à la technologie que nous avons créée et grâce à un homme qui a su quoi faire quand cela comptait le plus. Avec effet immédiat,
Sterling Medical Technology fournira gratuitement des unités DAE et une formation à la RCR à chaque employé de ce bâtiment. Nous lancerons également une initiative à l'échelle de la ville pour placer des DAE dans les espaces publics et former les premiers intervenants et les civils. Elle marqua une pause. Et maintenant, j'aimerais inviter Liam Carter à dire quelques mots. Liam monta sur scène. Il semblait mal à l'aise dans une chemise empruntée, les mains jointes devant lui. Il se tint au microphone et parla simplement. La vie ne se soucie pas du rang ou du titre. Elle ne se soucie pas si vous êtes le PDG ou le gars qui nettoie les sols. Si quelqu'un a besoin d'aide, vous aidez. C'est tout. Apprenez la RCR. Apprenez à utiliser un DAE. Un jour, vous pourriez sauver quelqu'un que vous aimez. Les applaudissements furent retentissants. Farah Serena tapait déjà son titre. Le concierge a pris les commandes comme un pro et a sauvé la vie de la PDG. Dès le lendemain matin, l'histoire était devenue virale. Les actions de Sterling ont brièvement chuté, puis ont bondi alors que l'opinion publique se ralliait à la transparence et à l'engagement de l'entreprise en matière de sécurité. Des dons ont afflué pour l'initiative DAE. Le visage de Liam était partout, mais il ne regardait pas les informations. Il est retourné au travail. 3 semaines plus tard, Sterling Medical Technology a organisé un gala de bienfaisance à leur centre de recherche de l'autre côté de la ville pour annoncer le lancement officiel du fonds DAE à l'échelle de la ville. L'événement était plus petit, plus intime, avec des dirigeants locaux et des défenseurs de la santé présents. Liam avait été invité, bien qu'il ait failli refuser. Bonnie l'a convaincu d'y aller. « Papa, tu es un héros. Tu devrais être là. » Alors il y est allé, portant la même chemise empruntée. Se tenant maladroitement près du fond, Audrey l'a repéré et a couru vers lui, traînant Bonnie avec elle. Les 2 filles étaient devenues des amies proches. Elles ont montré à Liam une affiche qu'elles avaient faite, un dessin de main gantée de bleu effectuant la RCR. Avec les mots « Les héros portent des gants » écrits en haut. Liam a souri. C'était le premier vrai sourire que quiconque avait vu de lui depuis des semaines. Le gala se déroulait sans accroc jusqu'à ce que les lumières clignotent. Puis l'odeur de fumée a traversé l'air. Quelqu'un a crié. Des étincelles ont éclaté d'un panneau électrique surchargé près du hall d'exposition. Des flammes ont léché le mur. L'alarme incendie a hurlé. Les gens ont couru vers les sorties, mais la sortie principale près du hall d'exposition s'est bloquée. La barre anti-panique était coincée, tout comme celle que Liam avait signalée des semaines plus tôt à la tour Sterling. La panique s'est répandue. Dans le chaos, Audrey et 3 autres enfants ont été séparés de leurs parents. Piégé dans une pièce annexe remplissant de fumée, Liam a entendu les cris. Il n'a pas réfléchi. Il a couru. Il a attrapé une nappe, l'a trempée dans une carafe d'eau et l'a enroulée autour de son visage. Il s'est baissé, rampant à travers la fumée vers le son des pleurs. La chaleur était suffocante. L'air était noir, mais Liam avait connu pire. Il a trouvé les enfants recroquevillés dans un coin. Audrey l'a vu et a tendu la main. « Je savais que tu viendrais. » Liam a compté les têtes. 4 enfants. Il a vérifié la porte, verrouillée de l'extérieur, le joint magnétique activé par l'alarme. Il a regardé autour de lui, a trouvé une boîte à outils de maintenance et a utilisé un pied de biche pour forcer la serrure électronique. Elle s'est ouverte. Il a soulevé Audrey d'un bras, a guidé les 3 autres enfants de sa main libre, et les a conduits à travers la fumée vers la sortie secondaire qu'il avait mémorisée d'après le plan du bâtiment. Une poutre de plafond a craqué et est tombée. Liam a poussé les enfants en avant et a pris l'impact sur son épaule gauche. La douleur a explosé dans son bras, mais il ne s'est pas arrêté. Il a ouvert la porte de sortie d'un coup de pied et a trébuché dans l'air frais de la nuit. Les ambulanciers se sont précipités. Dante Enoch était là, coordonnant l'évacuation. Il a vu Liam et a expiré de soulagement. « Vous êtes fou. » Liam a toussé, son épaule hurlant de douleur. La porte était bloquée. Juste comme je l'avais dit. Dante a secoué la tête. Vous aviez raison sur tout. Les images de sécurité du gala montreraient plus tard Liam Carter portant Audrey Sterling à travers la fumée, la protégeant de son corps tandis que des débris pleuvaient autour d'eux. L'image est devenue iconique. Mais à ce moment-là, Liam ne se souciait que du fait que les enfants étaient en sécurité. 2 jours plus tard, Oliver Flynn apparut à l'appartement de Liam.
Liam ouvrit la porte, son bras gauche en écharpe, et le fixa. « Puis-je entrer » demanda Oliver. Liam hésita, puis s'écarta. Ils s'assirent l'un en face de l'autre dans le petit salon. Bonnie était à l'école. L'appartement était silencieux. Oliver parla le premier. « Je vous dois des excuses. » Liam ne dit rien. Oliver sortit une enveloppe de sa veste. À l'intérieur se trouvait une décoration militaire et une photographie d'un jeune homme en uniforme. Enoch Flynn. « C'est mon frère. Il est mort parce que vous avez fait un choix. » La mâchoire de Liam se serra. « J'ai fait le seul choix que je pouvais. »« Je sais. » La voix d'Oliver se brisa. « J'ai lu le rapport. Celui classifié. Farah m'a aidé à l'obtenir. Enoch a été touché à l'artère fémorale. Même si vous étiez allé le voir en premier, il était parti en moins de 2 minutes. L'officier que vous avez sauvé avait un poumon perforé. Vous pouviez le stabiliser. Vous avez tout fait correctement. » Liam ferma les yeux. « Je l'ai porté avec moi chaque jour depuis. » Oliver tendit la main dans son portefeuille et en sortit un petit badge en argent, le nom d'Enoch gravé dessus. Il le posa sur la table. « J'ai été en colère pendant 10 ans. Je vous ai blâmé parce que j'avais besoin de blâmer quelqu'un. Mais vous n'avez pas tué mon frère. La guerre l'a fait. » Liam ramassa le badge, passant son pouce sur le nom. « Je suis désolé de ne pas avoir pu le sauver. Je sais que vous l'êtes. » La voix d'Oliver était stable maintenant. « Et je sais que vous avez sauvé beaucoup de gens depuis, y compris la femme pour qui je travaille, y compris sa fille. » Les 2 hommes restèrent en silence. Puis Oliver se leva et tendit la main. Liam la prit. Ils se serrèrent la main et quelque chose de vieux et de douloureux entre eux commença à guérir. Sarafina a appelé Liam pour une réunion privée une semaine plus tard. Elle était assise en face de lui dans son bureau. Pas le grand bureau d'angle avec la vue, mais une pièce plus petite et plus calme où elle travaillait quand elle avait besoin de réfléchir. « Le conseil d'administration veut vous donner un bonus en espèces et une plaque, dit-elle. Je leur ai dit que ce n'était pas suffisant. » Liam fronça les sourcils. « Je n'ai pas besoin. »« Je vous offre un poste, » interrompit Sarafina. « Directeur de la sécurité des personnes et de la préparation médicale. Vous superviserez la préparation aux urgences pour toutes les installations Sterling. Vous formerez notre personnel à la RCR, à l'utilisation des DAE, à la sécurité incendie, au protocole d'évacuation. Vous vous assurez que chaque porte fonctionne, que chaque extincteur est vérifié, que chaque sortie est dégagée. Vous aurez un vrai salaire, un vrai titre et l'autorité pour apporter des changements qui sauvent des vies. » Liam la fixa. « Pourquoi ? » « Parce que vous voyez des choses que les autres ne voient pas. Parce que vous vous souciez. Parce que vous ne vous contentez pas de parler de sécurité, vous la vivez. » Elle se pencha en avant. « Et parce que je veux que mon entreprise soit le genre d'endroit où faire ce qui est juste est toujours la chose la plus importante. Je ne peux pas faire cela sans vous. » Liam resta silencieux un long moment. Puis il dit, « J'ai une condition. Chaque employé, chaque personne, du conseil d'administration à l'équipe de nettoyage, doit suivre une formation en RCR et à l'utilisation des DAE dans les 90 jours. Aucune exception. Et chaque porte bloquée, chaque serrure défectueuse. Chaque risque de sécurité que j'ai signalé doit être réparé dans les 30 jours. » Sarafina sourit. Marché conclu. Ils se serrèrent la main. Devant le bureau, Audrey et Bonnie attendaient. Elles avaient fait un autre dessin, cette fois d'un homme en gants bleus debout à côté d'une femme en robe rouge avec 2 petites filles se tenant la main devant eux. Elles l'ont intitulé « Nos héros ». Sarafina le regarda et sentit sa gorge se serrer. Elle jeta un coup d'œil à Liam. « Vous m'avez sauvé 2 fois. Une fois sur cette scène et une fois en me montrant à quoi ressemble le vrai leadership. » Liam secoua la tête. « Vous vous êtes sauvé vous-même. Je vous ai juste aidé à continuer. » Un an plus tard, la tour Sterling a organisé une cérémonie de dédicace. Au centre du hall nouvellement rénové se dressait une sculpture en bronze, une paire de mains gantées positionnées sur une poitrine invisible, figée dans l'acte d'effectuer la RCR. La plaque en dessous portait l'inscription « À la mémoire d'Enoch Flynn et de chaque héros méconnu qui agit quand cela compte le plus ». Liam se tenait à côté de Sarafina alors que la sculpture était dévoilée.
Oliver Flynn était là aussi, sa main sur le badge de son frère. Les larmes aux yeux. Le bâtiment avait changé. Chaque employé portait désormais un petit écusson sur son badge d'identification, indiquant qu'il était certifié RCR. Des unités DAE étaient accrochées au mur dans chaque couloir, marquées de panneaux rouges vifs. Des exercices d'urgence avaient lieu chaque mois. Les portes fonctionnaient. Les sorties étaient dégagées. La culture avait changé. Un dimanche après-midi, Liam, Sarafina, Bonnie et Audrey sont allés pique-niquer à Central Park. Les filles ont couru en avant, riant, tandis que Liam et Sarafina marchaient côte à côte. « Maman », murmura Audrey quand ils s'arrêtèrent pour se reposer. « Il devrait être papa. » Les joues de Sarafina rougirent. Elle jeta un coup d'œil à Liam, qui fit semblant de ne pas entendre, mais il sourit. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait sur la ville, Liam retourna à la tour Sterling pour un exercice de sécurité. Il portait son ancienne combinaison bleue, mais maintenant elle portait le logo Sterling et le titre « Directeur de la sécurité des personnes » brodé sur la poitrine. Il a ramassé une serpillière, non pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il le voulait. Il a dessiné une carte d'évacuation sur le sol fraîchement nettoyé à la craie, montrant aux stagiaires l'itinéraire le plus rapide vers la sécurité. La serpillière avait été son outil de survie autrefois. Maintenant, elle faisait partie de quelque chose de plus grand. Il leva les yeux vers la sculpture en bronze dans le hall, vers les mains qui ressemblaient tant aux siennes, et il sentit pour la première fois en une décennie qu'il avait peut-être enfin fait assez. Peut-être qu'il avait finalement sauvé la seule personne qu'il n'avait jamais pu atteindre auparavant, lui-même.